Pendant 3 ans, on travaille de manière assez rapprochée avec les techniciens de l'agence, avec Benoît Parent, son directeur, pour définir des modalités de travail en groupe d'étudiants par rapport à des sujets que définit le conseil scientifique. Donc pour ce qui nous concerne dans le master urbanisme et projet urbain, on a travaillé tout particulièrement avec l'agence sur les questions de résilience entre le master 1 et le master 2. C'est un sujet assez complexe. C'est-à-dire déjà quand l'agence a fait une présentation face aux étudiants pour concrétiser un peu les enjeux, les objectifs, etc. Même nous, on a eu du mal à saisir les sujets parce qu'il est vachement complexe. D'autant plus qu'on part toujours du principe que la résilience est quelque chose qui nous aide à réagir face à quelque chose de risqué, à une menace. Et nous, ce qu'on essaye de faire ensemble avec les étudiants, c'est d'envisager les risques comme une opportunité. Et c'est comme ça qu'on a saisi la question de la résilience. D'entrée de jeu, ce qui était assez palpable dans la commande et aussi dans la réaction des étudiants, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'envisager les transformations d'un territoire uniquement au prisme de la gestion d'un risque, en l'occurrence une inondation, ou bien est-ce qu'on nous demande d'envisager plus durablement les transformations du territoire en envisageant que les territoires sujets au risque peuvent être des territoires urbains à proprement parler. Et je crois que d'entrée de jeu, ça a été la problématique qu'on a essayé d'étayer pendant 1 an, quoi. Dépasser le risque. Et d'ailleurs, il y a eu un passage très clair entre se protéger de l'eau et profiter de l'eau comme une opportunité, comme une valeur paysagère, par exemple. D'un point de vue urbanistique, ce qu'ont constaté les étudiants, c'est que à mesure que la ville se développait, on effaçait les paysages de l'eau. Quand on redonne à l'eau cet effet liant, fédérateur de territoire, indépendamment d'ailleurs des structures intercommunales ou autres, on se rend compte que là, on a un vrai système paysager, un vrai système de parc qui, à l'échelle d'une métropole, a lieu d'être, et d'être pensé surtout, d'être conçu. Puis plus généralement, il questionne le projet d'aménagement et de développement durable du PLUI, qui ambitionne quand même de faire de Grenoble une métropole montagne. Et dans une métropole montagne, on est quand même légitimement en droit de se demander qu'est-ce qui fait bien commun. Et l'eau, de manière gravitaire, parle de la pente, parle de la plaine, parle de l'agriculture, parle de tous ces espaces à préserver et à mettre en valeur dans le cadre d'un développement métropolitain peut-être plus durable et surtout résilient. C'était une façon pour nous de tester par le biais des cours d'atelier qu'on avait régulièrement tout au long de l'année. Tester en fait des façons de concevoir le territoire, d'aménager le territoire en intégrant la question de la résilience et surtout du risque, puisque Grenoble est un territoire qui est sujet au risque d'inondation très fortement. Et donc la question de la résilience, c'est un peu quelque chose qui est devenu important à traiter à Grenoble. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est venu à aborder ce sujet à travers l'atelier. Donc pour le diagnostic qui concerne plus particulièrement notre territoire, on a eu d'abord une approche morphologique. On a mis en valeur les différentes formes urbaines qui caractérisaient le territoire. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait un territoire caractérisé par de grandes mailles qui sont très introverties et qui ne communiquent pas du tout entre elles. Et on s'est rendu compte en fait que la morphologie de ce territoire, elle était caractéristique d'une urbanisation très spécifique, qui est celle de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc une urbanisation avec une très forte artificialisation des sols, des grandes mailles et qui sont formées autour du tout-voiture. On a mis en valeur les différentes surfaces de parking qui sont très importantes sur le territoire. Et on a montré que finalement, on avait les caractéristiques inhérentes au site qui étaient complètement ignorées, à la fois les risques liés à l'eau qui sont complètement ignorés, mais aussi le risque de ruissellement, puisqu'on a un territoire qui est très concerné par le relief. Ensuite, on a eu une approche plus, disons, paysagère. On s'est rendu compte que cette urbanisation de la deuxième moitié du XXe siècle ignorait complètement les caractéristiques paysagères du site. Le paysage de l'eau, donc de l'Isère plus particulièrement, qui était complètement ignoré, mais aussi les montagnes donc, qui entouraient notre site en question,
qui n'étaient pas du tout perçus dans nos analyses. Ce diagnostic nous a amené à définir 3 enjeux différents qui sont développer une entrée de ville remarquable, créer un quartier poreux, donc là on entendait porosité de 2 manières, à la fois une porosité morphologique, mais aussi une porosité au niveau du sol, donc avoir un sol qui puisse absorber les risques liés à l'eau. Et enfin, on avait un enjeu qui était faire de l'eau une partie intégrante de l'espace urbain, donc qu'on ait l'eau qui vienne vraiment structurer le territoire. On a redéveloppé une nouvelle maille, donc à la fois une maille paysagère et une maille urbaine, pour redonner de la cohérence au territoire. Donc notre maille urbaine, elle était contrainte par des invariants du projet qui sont les cimetières ou le bois des Sablons, ou l'hôpital encore. Et donc ça nous a fait recréer une maille en cohérence avec tous les invariants du territoire. On a aussi recréé une maille paysagère en faisant du bois des Sablons un espace à part entière dans un vaste parc métropolitain. Donc la métropole de Grenoble, oui, a cette ambition de développer un grand parc urbain qui aille du parc Paul Mistral jusqu'au bois français. Le bois des Sablons, c'est un peu l'élément qui manque à cette continuité. À travers notre projet, on a développé donc un bois qui serait rythmé par l'eau à travers plusieurs dispositifs, à la fois des entrées monumentales avec un beau panorama sur l'Isère, qui est totalement oublié actuellement, et plus ponctuellement des petits dispositifs qui amènent l'eau à l'intérieur du parc pour créer j'ai envie de dire, une urbanité à l'intérieur du parc. Donc ça nous a amené à détailler plus ce parc avec toujours notre trame piétonne, mais pour vraiment créer un parc qui puisse être parcouru par les Grenoblois. Donc dans un deuxième temps, on a redéveloppé toute la partie nord de notre secteur, toujours à partir de l'eau. L'eau qui crée un urbanisme particulier en fonction de comment on l'implante dans le territoire. Donc on avait 2 principaux dispositifs. Tout d'abord la place d'eau qui crée vraiment un quartier qui structure l'urbanisme à travers une place, tout simplement. Et le deuxième dispositif qui est là, c'est plus ponctuellement, on ne verrait pas forcément l'eau, mais le quartier est pensé pour pouvoir accueillir l'eau en permanence à travers un jeu paysager, des noues ou juste un parc linéaire entre les futurs logements. Parallèlement à tout ça, on avait diagnostiqué un problème au niveau de la mobilité en général sur notre territoire. On trouvait qu'il n'était pas très bien desservi, donc on s'était permis de redévelopper une 6e ligne de tramway qui relierait le centre de Grenoble au quartier d'Innovallée. Et puis redessiner un peu aussi la trame cyclable au sein de notre secteur pour pouvoir vraiment traverser notre secteur pour aller du campus à l'hypercentre, du campus à l'île verte, qui sont des itinéraires cyclables que les Grenoblois et les étudiants grenoblois pratiquent régulièrement. Notre projet, finalement, reprend les trois enjeux qu'on a développés suite à notre diagnostic, donc développer une entrée de ville remarquable à travers donc, le changement des mobilités et la création d'un nouveau quartier assez innovant en entrée de ville. Le deuxième enjeu, c'était créer un espace poreux. Donc on a vu qu'on avait un grand parc qui pouvait absorber l'eau et aussi qui intégrait l'eau même dans sa composition. Le deuxième point, c'était que le quartier puisse absorber l'eau à tout moment à travers le sol plus poreux, la création d'un sol poreux. Et le dernier, c'était faire de l'eau une partie intégrante de la ville. Donc on l'a vu déjà avec notre place d'eau, c'est l'eau vraiment qui structure la ville de demain. Et donc dans le parc, les futurs usagers du parc auraient accès directement à l'eau à travers les dispositifs qu'on avait essayé de mettre en place. Le parc métropolitain s'étend du parc Paul Mistral jusqu'au bois français. Notre but était d'inclure le parc Paul Mistral qui était vraiment un espace, enfin un parc urbain majeur à Grenoble. Nous avons fonctionné avec différentes séquences en fonction des ambiances et des activités
qui était présente à l'origine sur le site et que nous avons renforcée par la suite. Et du coup, il y a une variation. Plus nous nous éloignons du parc Paul Mistral, des Sablons, du parc de l'Île d'Amour, plus nous allons vers une ambiance de campagne champêtre avec une nature davantage sauvage. Nous nous éloignons des parcs urbains pour vraiment s'immiscer dans le parc métropolitain et dans la nature que nous avons laissé vivre. Donc différentes ambiances et par conséquent une transition paysagère avec des aménagements très présents, aires de pique-nique, agréés pour le sport, voilà, parcours de santé qui rythment les premières séquences puis s'atténuent au fur et à mesure, laissant place à l'agriculture qui est très présente sur la plaine de la Tailla, pour poursuivre jusqu'au bois français où les activités reprennent petit à petit. Et du coup, voilà, il y a aussi une variation au niveau de l'Isère. L'Isère est moins présente aux abords du parc de l'Île d'Amour et du campus et s'épaissit petit à petit pour devenir très prégnante dans le secteur de la plaine de la Tailla avec le bassin de rétention jusqu'au bois français où l'eau est pratiquement omniprésente et pénètre réellement le territoire. Pendant notre diagnostic, on a essayé de se concentrer sur l'eau telle qu'on la voyait sur notre territoire, c'est-à-dire principalement dans des noues, dans des fossés. On a essayé de se concentrer un petit peu plus sur la résilience et l'eau vis-à-vis du risque d'inondation, et notamment du risque de ruissellement par rapport à l'eau qui descend des massifs de la Chartreuse et qui coule sur notre territoire. Notre idée, c'était vraiment d'essayer de faire un projet qui puisse intégrer l'eau, rendre son cheminement moins violent sur notre territoire, tout en essayant de penser à toutes les temporalités pendant lesquelles elle ne serait pas présente. Dans le cadre de l'atelier pendant le premier semestre, on avait pu définir 3 enjeux qui nous semblaient importants avec l'ensemble des groupes qui participaient à cet atelier. Le premier, c'était intégrer le risque par le projet, penser le risque, mais plus uniquement comme quelque chose qui peut potentiellement arriver et qu'on doit subir, mais plutôt quelque chose qui doit être intégré dans le projet, qui doit être connu et qui en même temps, en essayant qui peut faire évoluer le projet vers quelque chose qui puisse être agréable à vivre. Le deuxième enjeu était d'ouvrir le territoire sur l'eau. On a pu le mettre en place dans notre projet en créant des continuités nord-sud. Donc ça a été aussi un élément fort de notre projet, d'essayer de pouvoir permettre de traverser du nord au sud ce territoire. Le troisième enjeu, c'était de pouvoir penser l'eau comme une couture et plus seulement une coupure, et qu'elle peut créer aussi des espaces, créer des espaces de rencontre, façonner de nouveaux espaces qui peuvent être tout aussi agréables à vivre. Et notamment mettre en scène les espaces verts résiduels. Ce qu'on a essayé de mettre en lumière dans le cadre de notre étude de la résilience, c'est que ce n'est pas seulement une boucle qui fait que la ville a un état et qu'après avoir subi une catastrophe, elle retrouve son état initial, c'est qu'elle est capable ensuite d'intégrer ce risque pour évoluer et pour faire en sorte qu'elle ne subisse plus ce risque de la même manière, et qu'il soit de moins en moins dangereux, de plus en plus intégré dans la planification. La résilience, elle est très souvent liée à la question du risque, à la question de la vulnérabilité. Mais justement, la résilience faisait partie de mes recherches depuis toujours, mais je me suis rendu compte qu'elle ne répond pas tout à fait aux enjeux actuels. Et je préfère parler d'incertitude. Parce que dans l'incertitude, on trouve l'opportunité. C'est-à-dire l'incertitude n'est pas en soi positif ou négatif. Le risque est toujours négatif. L'incertitude peut être quelque chose de bon ou quelque chose de négatif. Ou des fois, c'est les deux choses, c'est ambivalent. Du coup, pour moi, la question est au-delà de la résilience. La question est plutôt incertitude. Tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne peut pas imaginer et tout ce qu'on ne peut pas anticiper. Et je pense qu'un territoire qui est capable de répondre à un enjeu d'incertitude fort, c'est un territoire qui devient durable.